Bon, les gars, le cinéma n'est pas un art. Voilà, ça y est, c'est dit. Je sais que ça va criser en commentaire, que tous les fanboys fanatiques de Godard et de Truffaut vont y aller de leurs petits textes ulcérés, mais attendez 2 minutes. Laissez-moi en placer une et vous allez voir que la question mérite en réalité qu'on s'y attarde un peu plus. Le souci du cinéma, bien souvent, ce sont les cinéphiles eux-mêmes. Les petits pédants en ourlets qui fument des roulés en sortant de la cinémathèque locale, où ils ont revu pour la 627e fois leur court-métrage ouzbek favori en noir et blanc et qui se paluchent sur la bobine utilisée ou sur le faux raccord à la 8e minute, ils font quand même beaucoup de mal à ce médium. Heureusement, pour les contrer, il y a aussi des gens qui ont un rapport plus franc, plus simple, plus direct avec le cinéma, et ce sont eux, en réalité, qui réconcilient le cinéma avec le grand public. Et parmi tous ces bienfaiteurs de la pellicule, le nom le plus incontournable, c'est certainement celui de Michel Audiard. Dialoguiste, réalisateur et scénariste aussi prolifique qu'incontournable des années 1950 à 1970, il reste surtout, dans la mémoire commune, aujourd'hui, pour les punchlines gouailleuses de ses personnages, souvent des loupards ou des gangsters, dans des films aussi célèbres que Les Tontons Flingueurs, Un singe en hiver ou Un taxi pour Tobruk. Faut dire que quand tu fais le dialogue de Jean Gabin, Lino Ventura ou Belmondo, t'as intérêt à être solide sur tes appuis, et bonne nouvelle, c'est le cas ici. Pourtant, et bien peu de gens le savent, Michel Audiard a aussi écrit et publié pas moins de 11 romans en parallèle de sa carrière au cinéma. Et vous savez quoi ? Ce qu'il préférait, lui, de loin, c'était la littérature. Il disait même, notre hombre, en parlant du cinéma, que ce n'était pas un art. Vous me croyez pas ? Allez hop, petit extrait et red pill au passage. Alors il y a donc une sordide question de fric qui se pose. Et c'est pour ça que je contesterai toujours le mot art absolument accolé au cinéma, parce qu'il y a tout de même trop de compromission avec l'argent. Vous réfutez le terme 7e art. Oui, mais non, c'est pas un art. D'abord, c'est trop collectif. Moi, je vois beaucoup plus d'individualisme dans l'art. Alors aujourd'hui on va pas s'intéresser à la façon dont sont filmés les films d'Audiard ou à la construction de ses répliques, d'autres l'ont fait bien mieux que tout ce que je pourrais proposer, mais ce que je vous suggère à la place, c'est d'interroger le rapport à la langue et à la littérature du personnage pour voir, en définitive, si ce qui nous plaît chez lui ne relève pas plus de son talent de romancier que des petits réalisateurs agaçants de la nouvelle vague. Ouais, ça va râler aujourd'hui, hein. Ça va faire très très mal. Alors préparez-vous à surfer sur les larmes des aptères, Michel Audiard ou le cinéma malgré lui, c'est notre superbe programme du jour. Et puisqu'on va parler de cinéma et de création, je pense que notre sponsor du jour, Idéochoc, a quelque chose à vous apporter. Quoi ? Mais comment ? Le Hussard, tu vas encore nous parler d'Idéochoc ? Oui, parce que je veux votre bien et que ça vaut le coup de vous faire tester Idéochoc, c'est de la balle. Pour les quelques hommes de Néandertal qui viennent d'être libérés des glaces par le réchauffement climatique et qui découvrent YouTube sans le savoir, Idéochoc, c'est la plateforme en ligne qui vous permet de lire ou d'écouter, selon votre préférence, des résumés des plus grands essais en 25 minutes maximum. En gros, si vous désirez vous former intellectuellement, bien et en temps limité, Idéochoc est pensé pour votre pomme. Alors bon, j'aurais pu vous recommander l'excellent travail d'Idéochoc sur Evola, Marc Aurèle ou Machiavel, mais j'avais surtout envie de vous parler aujourd'hui du classico de Gustave Le Bon, Psychologie des foules, qui a beaucoup à nous apprendre à une époque où les masses sont omniprésentes, y compris dans l'industrie du divertissement et du cinéma. Clairement, qu'on soit d'accord avec lui ou critique de la pensée de Le Bon, il faut connaître ce bouquin pour en juger, alors foncez sur la plateforme, le texte vous attend. Site agréable, style travaillé, qualité audio optimale, compatibilité smartphone, si on ajoute en plus la période d'essai de 14 jours et les 10% de remise avec le code LEHUSSARD en un seul mot, il n'y a plus à tortiller. Foncez sur Idéochoc, vous allez vous faire du bien. Allez hop, on devient plus malin, on arrête de se palucher sur Netflix, et puis générique. Pas mal, non, c'est français. Pour comprendre Audiard, il faut mieux partir de sa vie que de ses films. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Par exemple, à sa naissance en 1920, que rien ne le prédisposait à une carrière artistique ou intellectuelle. Né dans le quartier populaire du 14e arrondissement parisien, il ne compte pas, parmi ses proches, de grands noms du cinéma ou de l'édition. C'est exactement le contraire d'ailleurs. Audiard, c'est un enfant abandonné, élevé par son parrain, qui baigne dans un milieu bien prolixe et peu porté sur les études, qu'il achève par un certificat d'études et un CAP dès le milieu des années 30. À cette époque, la vie de Michel est tout entière comprise dans les limites du 14e arrondissement de Paris. Comme il le dira à lui-même, bien des années plus tard en interview, il a passé ses 20 premières années dans le tiers sud de la capitale, traversant la Seine pour la première fois à 25 ans passés. Vous êtes un homme du 14e, vous. Enfin, du 14e arrondissement. Ah oui, je l'ai pas quitté avant... J'avais 30 ans quand j'ai quitté le 14e. Je passais même pas sur la rive droite à l'époque. Alors si on peut douter de ses propos et se dire que le Gus cabotine un peu pour la caméra, il faut quand même avouer que sa démarche, sa façon de parler et son accent typique des anciens faubourgs trahissent sans doute possible une jeunesse dans les quartiers sud de Paris. Et justement, parlons-en un peu de la langue de Michel. Son phrasé, son vocabulaire, ses mots, ses tournures de phrases, tout ce petit côté titi parisien comme on disait alors, il va rentrer en résonance avec un célèbre roman qui cartonne au cours des années 30, Voyage au bout de la nuit, de Céline. Ce texte, il va captiver Audiard en ce qu'il intègre sa façon de parler à la littérature respectable, celle qu'on édite dans les
les grandes maisons et qui fait briller la France à l'international. Et petit à petit, appelé à la littérature par une petite musique qu'il connaît bien, celle du phrasé gouailleur et de l'argot faubourien, Audiard va se prendre de passion pour la lecture et se forger une belle culture en autodidacte. Il dévore ainsi Proust, Rimbaud, Prévert et surtout Georges Simenon, un auteur de polar qui a notamment créé le célèbre commissaire Maigret, le gars dont votre grand-mère regardait les téléfilms à l'heure de la sieste et qui sera toujours, pour Audiard, une référence absolue. L'autre soir, j'ai vu à la télé, par exemple, une émission avec M. Lévi-Strauss, qui est certainement un esprit distingué, je n'en doute pas un instant. Oui. Moi, je comprends pas une broque de ce qu'il annonce. C'est pour ça que je me réfugie dans des romanciers, moi, comme Simenon, parce qu'il parle avec les 1300 mots que je connais. C'est tout de même plus reposant. C'est un grand écrivain quand même, je crois. Et à force de bouquiner, Michel affine ses goûts. Ce qui lui plaît, en définitive, c'est la langue commune, directe, facile, qui rend compte du parler populaire et de la façon dont les gens s'expriment réellement dans la vie de tous les jours. Mais ce faisant, il est tout de suite confronté à la nature même du texte écrit, qui veut qu'en couchant un phrasé argotique sur le papier, on le dénature, on le rend tout de suite autre, c'est-à-dire pas tout à fait littéraire et pas tout à fait populaire. C'est une espèce de créature hybride indéfinissable dont notre Mich-Mich, plus tard, fera sa spécialité. Mais n'anticipons pas. Pour l'heure, on est à la fin des années 30, et quand ce petit peintre autrichien vient visiter Paris en Panzer blindé, c'est moins pour parler exposition d'aquarelle que grosse annexion von Frankreich, ja. Mais vous fumez, monsieur. Et devant ce triste spectacle, Michel, il va très mal se comporter. Durant l'occupation, il va publier pas mal d'articles qui tâchent dans différents paplards, notamment L'Appel et l'Union Française, deux ramassis de pleutres qui gobaient du chleu pendant que les maquisards tâtaient de la baignoire gestapiste dans la pièce d'à côté. Alors bon, c'est pas glorieux tout ça, j'en conviens volontiers, mais ça aura au moins permis à Michel de s'essayer au journalisme, c'est-à-dire à l'écriture. Et comme ça lui plaît, une fois l'épuration passée et son passif un peu balayé sous le tapis, Audiard va continuer dans cette tâche, notamment à L'Étoile du soir. Et autant vous dire que Mich-Mich, il a une sacrée conception de la besogne journalistique. Il passe sa vie à glander au bureau, ne va jamais sur le terrain, se contrefiche des rapports officiels et gratte sa version des faits avant de la remettre au rédacteur en chef, ni vu ni connu. Il va laisser un tel souvenir de guignol à ses supérieurs que des années plus tard, en interview, on aura droit à ce moment de gloire. Je cite Michel Audiard, un sourire éternellement épinglé sur le visage, l'œil en vrille et la démarche nonchalante, s'installe dans notre journal et s'organise de façon à n'y rigoureusement rien faire. Il accouchait en 5 minutes d'un papier impertinent où les informations étrangement déformées et commentées devenait enfin drôle. C'était le meilleur article du numéro. Puis il retombait dans un état d'inertie cordiale. Ça, c'est votre rédactrice en chef de l'époque, France Roche. Et je sais pas si vous voyez les éléments s'aligner là, mais on a un petit gars parisien avec un rapport très personnel et reconnaissable à la langue, un amoureux de la littérature qui s'est formé en autodidacte, et un Gus qui a appris à écrire sur commande, quitte à mobiliser son imagination pour économiser sa sueur. Si vous rassemblez tout ça, vous comprenez qu'en 1949, quand Audiard est approché par un réalisateur du nom d'André Hunebelle, qui lui commande son premier scénario, tout est en place pour que la magie opère rapidement. Et c'est ce qui se passe. Michel vient de trouver la voie qui le rendra riche et célèbre. En 1955, notre garnement rencontre Jean Gabin, qui connaît au même moment un regain de popularité important après une première carrière à succès dans l'avant-guerre et un passage à vide après la Libération. Et l'alchimie fonctionne à merveille. Gabin, le patriarche bourru qui joue au vieux râleur, au gars sans culture, au bagarreur, au matamor, il a tout pour fonctionner en tandem avec celui que l'amour de la langue porte vers la truculence et vers les répliques vieille France bien senties. Et lesquels, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Leur duo va admirablement fonctionner pendant des années, en livrant au passage quelques classiques du cinéma français, comme Un singe en hiver ou Le cave se rebiffe. Au contact de Gabin, Audiard va perfectionner son style. Rapidement, il n'écrit plus ses répliques pour un personnage, mais pour un comédien. C'est-à-dire qu'il tient compte de la personnalité, des tics de langage et de la diction de la personne qui va incarner le rôle qu'il a en tête. Et cette façon de travailler, elle a deux conséquences. Petit 1, toutes les répliques de Gabin par Audiard tombent juste, parce qu'elles sont taillées sur mesure. Et petit 2, puisque Audiard écrit pour des acteurs et non des rôles, il va travailler au long cours avec certains acteurs et pas d'autres. En d'autres termes, il va choisir ses poulains. La première personne que Gabin impose sur son contrat, c'est le dialoguiste. Le dialoguiste. Le metteur en scène, ça se discute des fois bien après. Gabin impose le dialoguiste, donc c'est qu'il aime ce qu'il fait. C'est ainsi qu'il turbine d'abord avec Gabin, puis avec Belmondo, Lino Ventura ou encore Bernard Blier, en s'adaptant à chaque fois à leur façon de causer. Et le résultat, bingo, succès en cascade et les producteurs en redemandent. Le seul souci, c'est que Mich-Mich, lui, ça le saoule de gratter des dialogues à la chaîne. Déjà,
déjà, c'est redondant, et puis en plus, il se fait copieusement insulter par les maîtres spirituels des gens d'option Ourlet et cinéma ouzbek dont je parlais en intro. J'ai nommé des jeunes cinéastes exaltés et prout-prout de la nouvelle vague. Et ça, c'est pas une mince affaire. Les gonzes le traitent de tous les noms, salissent son travail, publient dans les journaux pour le calomnier. Bon, en gros, tu vois la mentalité de certains youtubeurs cinéma aujourd'hui? Bah voilà, ça sort pas de nulle part, et ces gonzes, ce sont clairement les modèles originaux des fâcheux qu'on connaît maintenant. En conséquence, pour varier les plaisirs et prendre l'air, Mich Mich va donc s'ouvrir à d'autres domaines. Il va ainsi passer derrière la caméra pour réaliser directement 8 films, dont il ne pensera pas que du bien avec le recul d'ailleurs. Oui, ben je vous dis, il y en a au moins fait 4 de trop. Moi, j'ai mon opinion. Et puis consacrer davantage de temps à sa carrière d'écrivain. Mais le temps justement, c'est ce qui lui manque à Michel. À seulement 65 ans, il décède des suites d'un cancer pour lequel sa perfusion permanente de gauloise sans filtre depuis 45 balais avait certainement préparé le terrain. À partir de là, le petit train-train de la postérité se met en marche. Rapidement, on gomme les aspérités du personnage Michel Audiard, on occulte son passé peu reluisant, et on ne retient de lui, en définitive, qu'une série de polars et de comédies gouailleuses qui fleurent bon la France irrévérencieuse des années 60. Ah, et on disait aussi que c'était vulgaire parce qu'il y avait des bons mots et des punchlines. Ben voyons. Pourtant, mine de rien, et même si on pourrait trouver des exceptions, la langue d'Audiard n'est pas une langue vulgaire. C'est une langue gouailleuse, pleine de mots d'argot et de vieux termes inattendus, souvent utilisés sous une forme ou dans un sens bien éloigné de leur utilité académique. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. Mais en fait, il y a peu de gros mots chez Michel, seulement des bons mots de bon vivant en bretelles qui baffrent de l'andouillette et enquille du rouge toute la journée. Je lui fais dire à un de ses potes, il cause avec, il lui dit « Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Il n'y a pas un mot d'argot là-dedans, vous pouvez démonter la phrase et on dit c'est de l'argot. C'est pas vrai, il n'y a pas un seul mot d'argot. » Et ça, c'est toute la subtilité du pélo. Il fait entrer le langage populaire dans le cinéma, mais une part seulement du langage populaire, celle qui n'implique pas de termes trop crus et de vulgarité trop incompréhensible pour le bourgeois. Et du même coup, en tronquant sa langue, Audiard en crée une nouvelle, spécialement conçue pour le cinéma. Mais là où ça devient délicieusement paradoxal, c'est qu'Audiard, il défendait pas le cinéma bec et ongle. C'était même le contraire. Pour lui, le cinéma est un milieu farci de requins et de benets, et il est bien difficile de faire entrer la moindre conception artistique dans un monde où l'argent régit tout, et où le caprice d'un acteur ou d'un monteur peut massacrer une scène. Audiard, il considérait volontiers que son travail, celui de dialoguiste, dans lequel il excellait pourtant, était un job de parasite. Pour lui, c'est l'incompétence des réalisateurs à l'endroit des dialogues qui, pourtant, on le rappelle, forment la base même d'un film, qui avait créé la nécessité d'engager des gens comme lui. Si les metteurs en scène n'étaient pas complètement analphabètes, ils n'auraient pas besoin de dialoguistes. Et à partir du moment où l'art, entre guillemets, cinématographique est dilué entre la charge du réalisateur, la charge du dialoguiste, la charge du monteur et la charge de l'acteur, peut-on encore parler d'un véritable domaine artistique? Où est le créateur dans un bon film? Où est l'architecte qui peut signer l'immeuble et dire c'est moi qui l'ai fait? Bah pour Audiard, il y en avait pas. Alors vous avez tout à fait le droit de penser autrement, c'est votre affaire après tout. Mais Audiard, lui, il était quand même mieux placé que vous pour trancher par la négative. Avec un pied dans le cinéma et un autre dans l'édition, il pouvait faire le distinguo sans forcer. Et oui, parce que quand on écrit des romans, au moins, on a personne pour vous interdire telle ou telle scène. Enfin, du moins en théorie. L'idée, c'est que tu es bien plus libre aux commandes quand tu es romancier que quand tu tournes un film, et ça, pour Michel, ça n'avait pas de prix. D'ailleurs, si vous regardez du Audiard aujourd'hui, ce que j'ai fait pour préparer cet épisode, un truc va vous frapper immédiatement. C'est lent. Genre, giga lent. Et je ne parle pas juste des péripéties, même les dialogues et le phrasé des blagues sont ultra lents pour nos standards modernes. Et c'est pas non plus le montage, enfin, pas juste le montage en tout cas, parce que si on est effectivement assez loin des standards à la dynamite de mes épisodes, il faut avant tout reconnaître que les répliques d'Audiard, elles prennent leur temps, elles posent, elles font les belles, elles s'écoutent parler. Non mais, prenez cette célèbre tirade de Bernard Blier dans Les Tontons Flingueurs par exemple. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Ne me dites pas que c'est pas lent. Non mais, clairement, il aurait pu s'arrêter à... Mais moi, les dingues, je les soigne. Ou à... On va lui faire une ordonnance. En fait, il aurait pu s'arrêter n'importe où, le père Audiard. Mais au contraire, il a choisi d'en remettre des couches encore et encore pour que l'on profite au mieux de sa langue et de ses trouvailles en matière de punchline. En fait, et c'est une théorie personnelle, donc vous pouvez la trouver osée et je vous invite à en débattre en commentaire, mais je crois qu'on peut voir le cinéma d'Audiard dans son entièreté comme le gigantesque appel à l'aide inconscient d'un auteur gavé de talent qui se morfond dans les codes étouffants du cinéma au milieu des starlettes capricieuses et des producteurs idiots comme des policiers municipaux. Le gars, il était fait pour la littérature et pour être un auteur. Il en avait l'envie, la gouaille, le réseau, la ressource, mais à cause d'un mauvais parcours scolaire et professionnel, et puis aussi peut-être par appât du gain. Alors j'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. Je trouve d'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes films.
il a tronqué ce don contre ses carabistouilles sur pellicule. Et franchement, quand tu vois que dans 200 ans, plus personne ne regardera les tontons flingueurs, mais qu'on continuera à lire Céline ou Rimbaud, bah ça fait mal. Et le bilan est assez maussade. Le cinéma n'a pas la longévité de l'art littéraire, et on est peut-être passé ici à côté d'un grand auteur. RIP. Vous ne me croyez pas? Bah prenez donc un extrait de La nuit, le jour et toutes les autres nuits, un roman pour lequel Audiard avait reçu le prix des 4 jurys d'ailleurs. Vous allez voir, il sait écrire le bougre. La bombe, l'énorme, la super H, pètera un de ces matins. Je démarre, on voudra bien remarquer sur la pédale douce. Extrême bienveillance. J'en bégais de bonheur de les imaginer exorbités de pétoche. Dans l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs, lorsque l'ultime et colossal champignon les aspirera avec leur cosy corner, leur scène de ménage, leur récépissé de caisse d'épargne, leur ticket de tiercé, leur prostate, leur machine à laver, leur transistor. Si ça vous pose pas une ambiance déjà, l'écriture romanesque d'Audiard, elle emprunte à Céline, elle va chercher des images surprenantes chez Rimbaud, elle chatouille le policier chez Simenon. En fait, tout ce qui lui manque, c'est d'avoir pris le temps de se travailler pleinement pour s'autonomiser par rapport à tous ces glorieux modèles. Parce que sinon, en germe, tout y est. Alors si vous avez envie de lire ce roman d'Audiard, je vous mets un petit lien en description pour vous le procurer en soutenant la chaîne, vous ferez d'une pierre deux coups. Et puis je vous mets aussi quelques autres douceurs comme du Rimbaud, du Prévert, du Simenon ou du Céline. Allez-y, foncez-vous cultiver et ne passez pas à côté de votre destin, l'art vous appelle. D'ailleurs, à propos d'appel de l'art, si vous voulez découvrir des auteurs contemporains gouailleurs et puissant comme le fut Audiard en son temps, je vous invite à vous radiner sur le site de La Giberne, la maison d'édition que j'ai fondée et dont le lien se trouve lui aussi en description. Entre autres choses appétissantes, vous y trouverez L'Hydre jamais ne meurt, un superbe roman de fantasy qui charrie plus d'argot et de tournures cinglantes qu'un film d'Audiard, sauf que là, en prime, il y a des chevaliers de 2 mètres et des coups d'épée dans le sens de la hauteur. Et si vous voulez varier les plaisirs, Pays réel, dont je suis moi-même l'auteur, il vous attend toujours, lui aussi, pour parler de politique et du devenir de notre civilisation. Et vous savez quoi? On l'a aussi sorti en version audio pour que vous puissiez l'écouter en poussant de la fonte. Alors, heureux? Bah j'espère bien. Conclusion. Comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche avant de soutenir la chaîne en rejoignant les réseaux sociaux ou en ralassant le Tipeee qui va bien. Promis, si on atteint 1 million d'euros de dons, je réfléchirai à adapter Pays réel au cinéma avec des dialogues à la Audiard. Sur ce, je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien et rompez. Si on adapte un véritable auteur, si on adapte Balzac, si on adapte tout... Céline. Je m'étonne que vous ne citiez pas Céline. Mais oui, mais Céline, on n'a finalement pas osé, vous comprenez, parce que la littérature à ce niveau-là, moi je suis ravi que le voyage se soit jamais tourné tout à fait d'entre nous. Mais Dieu merci, on n'a pas fait de voyage. Parce qu'on se ridiculisait pour la postérité.